Janvier 1958, Édouard, le frère et unique héritier de Maurice Ravel, a cédé sa villa de Saint-Jean-de-Luz à Jeanne Taverne, sa masseuse, et lui a donné procuration sur tous ses comptes. À Paris, René Domange, l'éditeur de Ravel, s'inquiète de l'influence grandissante de Jeanne Taverne. Un gala est donné à l'Opéra Garnier pour le 20e anniversaire de la mort de Maurice Ravel. Édouard, son frère, en est l'invité d'honneur. Ce soir-là, il promet de léguer 80% de ses droits à la ville de Paris. 3 jours plus tard, une réception est donnée à l'hôtel de ville. La promesse de donation est signée dans le cabinet du préfet et Édouard reçoit la médaille d'or de la ville de Paris. Mais revenu à Saint-Jean-de-Luz, Édouard se ravise. Il prévient Domange. Il veut faire de Jeanne Taverne sa légataire universelle et il ne donnera pas un sou à la ville de Paris. Et il avertit, il porte plainte pour captation d'héritage. Domange réplique, vous êtes fort heureusement en possession de toutes vos facultés, la promesse de donation n'est donc pas susceptible d'être entachée d'un vice de consentement. La promesse de donation, c'est du vent, ça sert à rien, ça n'existe pas. Donc, Domange était, alors je répète, il était absolument à côté de la règle de droit. René Domange regrettera amèrement ses propos. Édouard Ravel, accompagné du couple Taverne, débarque à Paris au siège des éditions Durand. Pour la première fois depuis 20 ans, il exige les contrats et les comptes. Le lendemain, Édouard lègue l'intégralité de sa fortune et de ses droits à Jeanne Taverne, sa masseuse. Seul le Belvédère, la maison de Maurice, son mobilier et ses archives seront exclus du legs au profit des musées nationaux. 2 ans plus tard, Jeanne Taverne engage une procédure de divorce à l'encontre d'Alexandre. Les relations du couple s'étaient-elles à ce point dégradées ? Il n'y a pas eu de mésentente entre son mari et elle. C'est pas vrai, ça. Ils s'entendaient très bien. La véritable raison est à chercher ailleurs. Dans le montant astronomique des droits de succession que Jeanne pourrait avoir à payer. Et il y a une solution pour y échapper, épouser Édouard. Mais Édouard Ravel, le futur marié, n'aura pas le temps de passer l'anneau au doigt de Jeanne. Il décède le 5 avril 1960, 8 jours avant les noces. 3 mois plus tard, à Biarritz, les divorcés Taverne s'unissent à nouveau pour le meilleur et pour le pire. À Bruxelles, Maurice Béjart s'empare du boléro. Il en fait une parade d'amour, torse nu, paume dehors, comme un défi à la mort. Aux éditions Durand, Domange réalise qu'il a beaucoup à perdre. Il y a désormais urgence. Il faut retrouver les héritiers naturels. On se souvient que Maurice Ravel avait un cousin violoniste en Suisse. La radio suisse romande est contactée. Début janvier, un descendant est identifié. Il s'agit de Marc Perrin. Il est tromboniste à l'orchestre de Suisse romande. Les relations sont assez anciennes. Et puis Maurice Ravel aussi avait l'occasion de se rendre régulièrement pour des concerts à Genève ou en Suisse. Et il ne manquait bien sûr jamais de rendre visite à sa famille. En avril 1961, à Bayonne, les cousins de Ravel portent plainte pour captation d'héritage. Ils soutiennent que le testament a été obtenu à l'aide de violences et de manœuvres dolosives. Sur les ondes et sur les tépases de la génération yéyé, Gilbert Bécaud court-circuite le boléro et maintenant s'envole au hit-parade. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Jeanne Taverne n'assistera pas au procès. Elle décède le 12 avril 1964. La presse s'intéresse à l'affaire. Pour la première fois, des chiffres sont avancés.
Pour la seule année précédant son décès, Jeanne Taverne aurait touché 250 millions de francs, dont 92 rien que pour le boléro. Novembre 1965, l'affaire est plaidée devant le tribunal de grande instance de Bayonne. L'avocat des cousins de Ravel est un ténor du barreau. Il évoque une manipulation diabolique. Édouard Ravel aurait subi des traitements humiliants. Il aurait été vu en détresse. Un vieillard livré tout entier à une maîtresse femme et à son mari devenu chauffeur. Et il brandit le faire-part du décès d'Édouard, survenu Villa Maillazza chez monsieur et madame Taverne. Les divorcés faisaient toujours toit commun. C'est bien la preuve que ce divorce était fictif. Face à l'accusation, les avocats de la défense affirment avec force qu'Édouard Ravel jouissait de toutes ses capacités intellectuelles et qu'il a librement rédigé son testament. Et ils exhument la lettre envoyée par René Domange à Édouard 7 ans plus tôt. Domange n'y affirmait-il pas lui-même qu'Édouard avait toute sa tête? Une erreur extraordinaire. C'est presque la faute majeure du dossier. C'est la faute majeure. Le 3 mai 1966, le jugement est prononcé. Édouard était saint d'esprit et la preuve que le testament lui aurait été extorqué n'a pas été apportée. Les cousins d'Édouard sont déboutés. Monsieur Taverne, cet héritage vous rapporte énormément d'argent. 100 millions, disent certains, 100 millions par an. Comment voulez-vous savoir? Aujourd'hui, le Ravel se joue, mais le lendemain, il ne se joue plus. En Autriche, le boléro passe au shaker. Louise Martini concocte avec ses acolytes cocktail boléro. Dans la presse, on apprend que dans les armoires de Maurice Ravel, Alexandre Taverne vient de découvrir 1500 manuscrits inédits. Mais comment s'est-il procuré ce véritable trésor? Les cousins de Maurice Ravel ont fait appel, mais gagneront-ils ce nouveau procès? Et René Domange se doute-t-il qu'il vient de perdre les droits du boléro pour l'Angleterre et les États-Unis?